Tout a déjà été dit au sujet du capitalisme et de son monde. Et pourtant, dans cette vidéo, on va quand même vous donner 3 gestes barrières pour nous en protéger tous ensemble. On connaît finalement assez peu de propositions alternatives au capitalisme. Il y a bien eu différentes expériences communistes dans différents pays, ce qu'on a appelé les socialismes réels, mais aucune n'a réussi à atteindre l'idéal prévu par la pensée marxiste, et toutes, ou presque, sont devenues des capitalismes d'État ultra-autoritaires. Toutes, sauf une, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Évidemment, ce pays-là, c'est la France. Ça vous surprend ? Eh bien, restez avec nous, on va vous expliquer. La semaine dernière, on vous parlait dans cette vidéo de l'affaiblissement de la pensée communiste en France. Les propositions de Fabien Roussel n'ont plus grand chose à voir avec le projet révolutionnaire de Marx. On y détaille une partie des raisons de cette évolution. Allez jeter un œil si vous voulez suivre. Pourtant, au PCF et dans d'autres mouvements de gauche, la pensée marxiste, et plus largement matérialiste, a continué d'évoluer, et au regard des échecs que sont devenus la plupart des socialismes réels, on continuait à repenser les institutions, l'organisation du travail, pour offrir des horizons de réflexion et d'espoir pour le bien-être commun. Donc si vous pensez encore que le communisme c'est ça, il y a des chances pour que cette vidéo vous surprenne. On doit donner des gestes barrières pour que les gens se protègent du capitalisme, pas faire une disserte sur les discussions universitaires qui dépoussièrent Marx. Les gens veulent du concret, pas des utopies. Et bien justement, des mesures concrètes, j'en ai plein ma musette. Encore faudrait-il que les gens qui nous écoutent pensent que ce soit possible et qu'on puisse les mettre réellement en place. Parce que bon, on en prend quand même plein la gueule avec les gouvernements successifs, qui ne cessent de rogner dans les acquis des travailleurs, dans le code du travail avec la loi El Khomri, dans l'assurance chômage avec la réforme à venir, dans le système de santé, dans l'éducation, dans les retraites, dans les libertés individuelles, avec le passage dans le droit commun de l'état d'urgence, la loi sécurité globale. À force de passage en force du gouvernement à coup de 49.3, de trahison honteuse du PS libéral qui n'a plus rien de gauchiste, les gens ont oublié qu'ils avaient la force et le droit de demander du changement, d'exiger une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans ta musette. Bref, attends, t'es en train de dire que le premier geste barrière contre le capitalisme, c'est l'espoir? C'est pas un peu niais? Si, mais ça commence par là. Bon, plus sérieusement, on va commencer par dire que la France est déjà un pays communiste. Ah oui quand même. J'avoue que je l'aurais pas tenté celle-là. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. La France est de moins en moins communiste, certes. Parce que les gouvernements successifs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont pliés de plus en plus aux exigences du patronat. Mais la sécurité sociale, qui ne concerne pas que l'assurance maladie. Dedans, il y a le chômage, la retraite, les aides familiales. C'est-à-dire le droit pour toutes et tous d'avoir un accès aux soins et à un revenu. Le tout financé par la collectivité et surtout par les plus riches. C'est un projet communiste et ça a fonctionné jusqu'à ce que les patrons commencent à introduire des régimes spéciaux pour les cadres, des mutuelles, la parité dans les négociations salariales et commencent à rogner petit à petit dans tout ça. Et ce détricotage continue encore aujourd'hui, avec la réforme du chômage et des retraites que nous mitonne le gouvernement. On va commencer par la base. C'est quoi un projet communiste? C'est simplement de définir un bien commun, des choses dont tous les humains ont besoin et qui ne devraient pas dépendre du chantage pour qu'on y ait accès, et de s'assurer que tout le monde puisse y avoir droit quels que soient ses moyens, et surtout que personne ne fasse de profit sur ce bien commun. La France avait presque réussi à atteindre cet idéal au sortir de la guerre. À votre avis, comment ça se fait que les riches de France sont de plus en plus riches depuis l'avènement du gouvernement Macron? C'est pas parce qu'ils ont mieux travaillé, c'est parce que le gouvernement leur laisse de plus en plus de liberté pour s'enrichir sur le bien commun. En privatisant les gares, l'électricité, les hôpitaux et bientôt les retraites. Par exemple, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un a été hospitalisé pour le Covid dans une clinique privée, il y a des gens qui se sont enrichis sur les soins que cette personne a payés. Comme ça, sans rien faire. Ça s'appelle profiter de la crise. Alors que cet argent aurait pu être utilisé pour, je sais pas moi... Augmenter le salaire des soignants au lieu de les applaudir tous les soirs à la fenêtre? Ouais, par exemple, ouais.
Donc le premier geste barrière contre le capitalisme, c'est prendre conscience que la France est peut-être l'un des seuls pays qui a réussi à mettre en place à grande échelle au sortir d'une crise majeure, une organisation communiste de la répartition des biens communs pour que chaque citoyen puisse avoir accès aux soins, à l'énergie, à une vie digne jusqu'à la mort. On l'a testé, ça a fonctionné. Mais ça fonctionne de moins en moins bien à cause des capitalistes. Donc on ne privatise pas, on prolonge le projet et on l'étend à d'autres biens communs sur lesquels personne ne devrait avoir le droit de faire des profits. Les terres agricoles, par exemple. L'alimentation, Le logement. les transports. Attends, ça voudrait dire nationaliser? Mais on a quand même vu que chez les bolcheviks, dans la Chine de Mao ou en Corée du Nord, qu'il y a quand même un gros risque que ça vire au totalitarisme. Ouais. C'est là-dessus qu'il y a des avancées dans les propositions, notamment grâce aux apports des anarchistes. On a bien vu que quand le bien commun dépend d'un État souverain et peu démocratique, ça finit mal. Aujourd'hui, la majorité des marxistes considèrent que le meilleur moyen d'éviter cette dérive, c'est d'organiser le travail par les travailleurs eux-mêmes, de manière décentralisée plutôt que centralisée par l'État. Donc, on favorise les coopératives et l'autogestion du travail par les travailleurs et les travailleuses, associés à un État planificateur sur le plan de l'écologie et de la sortie du capitalisme. Le travail organisé par les travailleurs, la visée globale par la politique, et on se passe des actionnaires. On renationalise EDF, GDF, La Poste, France Télécom, SNCF, les autoroutes, la gestion de l'eau et de ses infrastructures, etc. Et on profite de la crise pour le faire plutôt que de refinancer le capitalisme comme on l'a fait en 2008. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un banquier avec les pleins pouvoirs, des barbouzes à l'Élysée, 9 milliardaires qui tiennent la presse et l'armée dans les manifs? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France d'Emmanuel Macron. Bon, du coup, on a quoi comme proposition pour repenser le travail, diminuer la précarité, améliorer les revenus? Faisons une petite liste, non exhaustive, et commençons par le revenu universel. Celui de Hamon, hein, pas celui des libéraux. À quoi va ressembler ce revenu universel? C'est une allocation? C'est Pour tout le monde. un revenu que vous percevriez, que tout Français, de la naissance à la mort, perçoit en plus de ce qu'il gagne par lui-même. Donc En le plus. pauvre comme le riche reçoit Le ce pauvre revenu. comme le riche reçoit cela en plus de ce qu'il gagne par lui-même. Qu'est-ce que cela change? D'abord, pour tous ceux qui ont... C'est inconditionnel, c'est individuel, ça ne dépend pas de votre situation familiale. Et l'idée, c'est quoi? C'est de redonner de la liberté, de la capacité d'émancipation, de l'autonomie à des personnes qui aujourd'hui n'ont d'autre choix que d'accepter un métier pénible pour un petit salaire et qui n'ont aucune liberté. C'est un peu un RSA en mieux, du coup. C'est le RSA, c'est-à-dire grosso modo on Non, garantit monsieur un le revenu Parmentier, minimum à ces gens non, qui monsieur le travaillent. Parmentier, c'est un complément en plus du salaire, en plus d'une retraite, qui vous permet justement de choisir de passer à temps partiel, donc de travailler moins. On est quand même sur un truc vraiment léger là. Oui, c'est vrai. Sauf que le RSA, pour l'avoir, faut en faire la demande, et il est 2 fois moins élevé que ce que propose Hamon, et encore au-dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est améliorable, et ça va dans le bon sens. Demande aux bénéficiaires du RSA et ceux qui aimeraient le toucher de choisir entre le revenu universel et ça, tu verras ce qu'elles te répondront. Ok. Admettons. Ça donne de l'espoir aux gens un peu, et on en a besoin. Et si on gagne un peu une amélioration, ça permet au moins de sortir de la très grande misère une bonne partie des gens. On voit plein de raisons de ne pas être d'accord avec cette proposition. Mais ok, ça reste mieux que la logique inverse. Si on n'en attend pas des miracles, ça peut le faire. Attends, parce que c'est pas tout. J'ai mieux, et en plus, les 2 propositions sont combinables. Issue du programme L'Avenir en commun, notre proposition apporte une réponse concrète aux défis posés par le chômage de longue durée. Elle se base sur l'idée théorisée dans les années 70 qu'une lutte efficace contre le chômage suppose que l'État s'engage à fournir un emploi à toutes celles et ceux qui sont prêts à travailler au salaire minimum, éventuellement au-delà en fonction des qualifications requises pour les emplois proposés. L'État endosse, ce faisant, l'habit d'employeur en dernier ressort. Bon, là on est sur une proposition qui, pareil, n'est pas suffisante en soi, mais qui, additionnée au revenu universel de Benoît Hamon, serait déjà pas mal. Regarde. La garantie d'emploi permettrait de créer partout dans le pays des dynamiques positives. Non seulement cela, mais elle aurait aussi un impact économique positif, notamment en augmentant les revenus et donc la consommation, qui serait rendue plus vertueuse dans le cadre de la bifurcation écologique des ménages. Pour les 2,8 millions de personnes au chômage de longue durée, l'État devrait débourser 11,8 milliards d'euros, soit 4 fois moins que ce que coûte ce chômage à la société et 6 fois moins que les politiques dites de retour à l'emploi. En réalité,
Une telle mesure serait une source d'économie pour notre système de protection sociale et une avancée pour les droits de tous les salariés en coupant court au chantage à l'emploi et sur les salaires qu'exercent certains détenteurs et détentrices du capital. Pour le bien de tous et toutes, un emploi pour chacun et chacune. C'est urgent, c'est possible et ça pourrait commencer dès maintenant. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on pourrait combler des besoins réels de la société tout en donnant des emplois à ceux qui n'en trouvent pas. C'est vrai que c'est pas mal. Mais il y a toujours l'idée qu'il faut continuer à travailler et à produire alors qu'on a besoin de réduire la voilure. Oui, mais soutenir un projet comme celui-là, c'est faire un premier pas dans l'idée que le travail doit avant tout être au service des besoins des gens, de la collectivité. Et ça nous amène progressivement vers un autre idéal de société et vers une autre proposition communiste que tu connais très bien. C'est un système où on te verse un salaire à partir de tes 18 ans et pour toute ta vie. T'es payé toute ta vie? Ouais. Mais comment ça peut marcher? Et comment on finance tout ça? Alors écoute, chaque année, il y a 1360 milliards qui sont distribués, d'accord? Sur ces 1360 milliards, il y a les retraites, les salaires, toutes les allocations, alors allocations chômage, allocations familiales, les minima sociaux et bien sûr les dividendes qui représentent quand même 150 milliards d'euros, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors si on répartissait équitablement ces 1360 milliards, ça ferait exactement 2200 € par mois et par adulte. Alors, on est loin du compte en ce moment. Hein. Ah ouais, j'avais pas calculé comme ça. Ah mais les actionnaires, non seulement avec tout le pognon qu'ils se mettent dans les poches sans rien foutre, et en plus, c'est eux qui dirigent nos entreprises, hein, avec les fonds de pension et tout le reste. Tiens, regarde comme ça se passe ici. C'est nous qui bossons et c'est eux qui récoltent. Non mais sans eux on se débrouillerait certainement mieux. Hein. Mais dans le salaire à vie, c'est ça aussi l'idée. Il faut que ça soit nous qui décidions ce qu'on veut faire, comment on veut travailler, ce qu'on veut produire et comment. C'est pas le PDG de Renault qui touche 15 millions d'euros par an qui va nous dire comment on veut travailler quand même, non? Bah ça c'est notre petit chouchou ici, hein. Vous le savez, le salaire à vie. Concrètement, ça veut dire une sortie du chantage à la reproduction matérielle. Mais dis-moi, Klitsch, ça veut dire quoi le chantage à la reproduction matérielle? Eh bien, le chantage à la reproduction matérielle, c'est très simple. Pour survivre, l'être humain a des besoins. Boire, manger, se chauffer, etc. On pourrait considérer que le but de la société est de répondre à tous ces besoins de manière égalitaire. Mais non, les sociétés capitalistes considèrent que pour pouvoir répondre à ces besoins, les individus doivent prouver qu'ils le méritent. Se met alors en place un chantage qui consiste à dire « Tu veux manger et loger ta famille ? Alors viens travailler pour moi !» En devenant salarié d'une entreprise, l'individu gagne le droit à un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins. Ouais, le travail rend libre, quoi. Sauf que de nombreuses personnes sont exclues par principe de ce système. Les femmes enceintes, les personnes qui n'ont pas de mode de garde pour leurs enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Elles se voient alors contraintes de quémander leur droit à la reproduction matérielle, puisqu'elles sont considérées comme non productives. Alors qu'une femme enceinte, elle produit un enfant qui viendra plus tard renouveler la génération suivante des producteurs. Donc, elle est productive. Une personne âgée qui garde des enfants pour que leurs parents puissent aller travailler, elle soutient la production. Je comprends vraiment pas la logique. Oui, mais ces personnes ne participent pas directement à créer de la croissance, comprendre à enrichir les capitalistes. Donc elles ne sont pas considérées comme productives et ne peuvent pas prétendre au même droit que les vrais producteurs. Oui, mais ces vrais producteurs, ils sont producteurs de quoi finalement? Producteurs de tout et de n'importe quoi, pourvu que ça crée de la croissance. Tiens, producteurs de voitures tout-terrain par exemple. Ça c'est un vrai travail selon les capitalistes. Mais les 4x4 ça pollue. On s'en fout! En réduisant les coûts de production, en faisant travailler les gens à la chaîne par exemple, ça fait une belle plus-value les 4x4. Mais travailler à la chaîne, ça abîme la santé des gens. On s'en fout, pourvu que ça coûte moins cher. Ça dégrade les conditions de vie. Ça remet même en cause la survie de l'espèce humaine. On s'en fout, tant que ça rapporte. Tiens, si tu veux un autre exemple de travail productif, les happiness managers. Pour rendre les gens heureux au travail et donc plus productifs. Mais ça sert à rien. Oui, mais ça rapporte. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République.
Alors que les humains n'ont pas besoin qu'on leur fasse du chantage pour travailler. Il faut juste que leur travail ait du sens. Quand vous donnez un coup de main à votre vieille voisine pour porter ses courses, ça vous semble normal. Vous ne vous dites pas « j'espère bien qu'elle va me filer un billet ». Pourtant, vous fournissez un service. Eh bien, les capitalistes ont trouvé le moyen de faire de l'argent sur ce genre de service. Mais pour ça, il faut que votre vieille voisine ait suffisamment d'argent pour payer ce service. Si vous aviez le salaire à vie, c'est-à-dire entre 1500 et 5000 euros par mois, c'est en débat. Selon votre niveau de qualification, c'est en débat. Vous pourriez vous dire « Mais dis donc, dans ma commune, personne ne propose de l'aide aux personnes âgées isolées qui ont des difficultés dans leurs tâches quotidiennes. » Vous prendriez votre voiture et vous iriez faire le tour des maisons de votre quartier pour proposer votre aide. Ce serait un travail utile, dont les gens ont besoin. Et comme votre production matérielle est assurée, vous pourriez le faire juste parce que vous vous dites que c'est utile. Et on pourrait étendre ça à tous les pans de la production, si tout le monde se mettait à faire un travail qui a du sens pour lui, au service d'un projet d'utilité générale. On produirait beaucoup moins de pollution et beaucoup moins de souffrance au travail. Moi par exemple, j'aime le graphisme et l'illustration. Mais les seuls jobs qu'on me propose, ce sont des missions mal payées pour faire les emballages des yaourts Danone ou des céréales Nestlé, alors que je préférerais proposer mes services à des petits producteurs locaux qui ont besoin de plus de visibilité. Si on avait le salaire à vie, sans doute que beaucoup de graphistes qui bossent pour les grandes marques, dans le seul but de manger et de payer leur loyer, proposeraient leurs services à des entreprises plus éthiques, plus respectueuses de l'environnement. Et ce serait pareil dans les métiers agricoles, dans le milieu du soin, de l'informatique, de l'ingénierie. Personne n'a envie de produire de merde pour le capital. On le fait, parce que sinon on n'aurait pas de quoi survivre. Tout ce dont on a besoin, c'est que l'on reconnaisse que le travail, ce n'est pas que quand ça rapporte de l'argent aux capitalistes. Les profits que font les capitalistes sur le dos de notre travail, on veut qu'ils servent à la collectivité plutôt que de leur permettre de s'acheter des yachts et des jets privés. Oh là là, mais les riches vont s'enfuir! Qui va nous donner du travail? Qui va nous ruisseler dessus avec leur argent providentiel? Bah leur argent c'est le nôtre en fait. Ah oui c'est vrai. Alors, à la prochaine crise financière, on laisse crever tous ces salauds. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, tout le monde va nous dire « Oui, mais vous oubliez un truc. Combien que ça coûte tout ça ?» Alors, moi je veux bien qu'on pose cette question-là, mais est-ce qu'on demande aux capitalistes combien ils coûtent déjà à la société? Depuis le temps qu'ils nous disent qu'ils ont la seule solution pour assurer la survie de la civilisation, il serait peut-être temps de dresser un petit bilan, non? Geste barrière numéro 3. Geste barrière numéro 3. On parle beaucoup d'abattre le capitalisme et tout, mais concrètement, ne serait-ce pas ce système qui nous a amené le confort dont nous disposons au quotidien, fait de petits plaisirs Non. Et... Bah non, évidemment, ce sont des travailleurs qui ont imaginé tout ça, des ingénieurs, des ingénieuses, des ouvriers, des ouvrières, mais à côté de ça, il faut faire la liste de combien nous coûte le capitalisme. Quelle est la somme de ce que coûte par an le maintien du système économique en place? Parce que les vrais assistés, c'est pas les pauvres, ce sont les capitalistes. Ça me paraît ambitieux, mais vas-y. On est d'accord que ce sera pas parfait, mais l'idée est d'avoir une vision globale. Alors on va prendre l'estimation basse pour donner l'idée à minima. Mais en vrai, c'est probablement plus que ce qu'on va dire, donc... On va commencer par l'évasion fiscale. Elle est estimée par le syndicat des finances publiques solidaires à 60 milliards pour les estimations basses en évasion fiscale et 40 milliards en optimisation fiscale. 60 plus 40 égale 100. Plus les 20 milliards par an de CICE. 100 plus 20 égale 120. Jusque-là, j'y arrive. Ajoutons le premier plan de relance de la crise Covid. Faites aux entreprises, évidemment. 100 milliards. Ce qui nous amène à 220. Oui, mais c'était pour maintenir les emplois pendant le Covid et éviter aux entreprises de fermer. Le travail de l'Observatoire des multinationales consiste à essayer de comprendre si des entreprises qui ont dit être dans l'urgence, dans le besoin, avaient réellement besoin de cet argent puisqu'elles ont augmenté les dividendes versés à leurs actionnaires et dans le même temps réduit leurs effectifs. Ok. Donc vraiment, ils sont nés après la honte, ceux-là. Dans ce cas, pas de pitié. Ajoutons les dividendes. Uniquement en France, 63,9 milliards. 220 plus 63,9 égale 283,9 milliards. Bon, on a vraiment besoin de continuer ou on va vraiment aller chercher jusque dans les exonérations de cotisations? On va juste ajouter un dernier truc.
la somme des salaires des rémunérations fixes des 50 patrons les mieux payés en 2016, par exemple. Aucune femme, évidemment. Attends, faut que je me concentre pour lire le chiffre. 60 031 765 €, soit l'équivalent de 4064 années de salaire annuel d'un smicard. Pour une année. Et ça, c'est sans compter les primes, etc. Voilà, voilà. Vous pensez toujours que le capitalisme est le meilleur système pour permettre à tous les humains de survivre dignement? Ou on peut passer à autre chose maintenant? Les 3 gestes barrières que nous vous avons donnés aujourd'hui, ils sont à notre portée, ils sont simples, et la gauche sait comment les mettre en place. Il suffit qu'une majorité de gens se mettent d'accord pour porter ces revendications. Sur ce, tout est dit. Kenavo à tous, et à la semaine prochaine. Tiens, on n'a pas parlé de Mélenchon aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. On va se faire engueuler. Attends, j'ai une idée. Balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. La démocratie française est malade des privilèges.